Bonjour et bienvenue à la première émission de la deuxième saison de À vous la parole, une émission d'information destinée à la population des Laurentides et qui, chaque mois, traite d'un sujet d'intérêt public. Mon nom est Martine Laval. Pour lancer cette deuxième saison, nous discuterons du système de santé tel que révisé par le ministre, le Dr Gaétan Barrette, et des impacts de cette réforme sur le terrain. Pour en discuter avec moi, 4 professionnels du milieu de la santé œuvrant dans les Laurentides qui brosseront le portrait de la situation actuelle dans le milieu, offrant ainsi un bon aperçu des impacts de la réforme dans notre région. Louise Dufresne. Bonjour. Est médecin de famille dans sa propre clinique à Saint-Sauveur. Simon-Pierre Landry. Bonjour. Est urgentologue à l'hôpital de Sainte-Agathe. Alain Paquette. Bonjour. Est adjoint à la direction générale du CI3S des Laurentides, le Centre intégré de santé et de services sociaux, et responsable des relations publiques et des communications avec les médias et la communauté. Et Normand Lajoie. Bonjour, madame. Est président du comité des usagers du CI3S des Laurentides. Voici donc le portrait de la situation et le départ de la discussion. Sous la gouverne du Parti libéral du Québec et du ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Gaétan Barrette, le système de santé québécois subit de grands changements. On parle d'une réforme du réseau de la santé et des services sociaux et un virage radical au plan administratif que le ministre qualifie de changement de culture au profit des usagers. Dans cette refonte, des centaines de postes de cadres disparaissent afin que notre système de santé ne rime plus avec bureaucratie, mais avec service, selon le souhait du ministre Barrette. Ceci n'est pas un simple exercice de retour à l'équilibre budgétaire, selon ses dires, mais plutôt l'exercice d'un changement de culture afin que le patient soit en toutes circonstances et dans toutes les décisions au centre des actions qui seront posées. Voyons comment ça se passe sur le terrain. Suite à cette introduction, nous allons tout de suite prendre l'aspect administratif de ce qui se passe, en fait, de la loi 10, que vous allez d'ailleurs nous expliquer, M. Paquette, et vous allez nous raconter ce que ça comprend et ce que ça implique, finalement, ces changements sur votre terrain à vous. Avec plaisir. Je Alors, peux à vous commencer la par parole. Il était une fois. C'est un peu comme une histoire. Il était une fois. Donc, peut-être faire juste un pas en arrière. En juin 2004, ce qui s'est passé, le gouvernement a mis en place un nouveau mode d'organisation des services qui était basé sur ce qu'on appelle des réseaux locaux de services. Donc, essentiellement, pour que les gens comprennent, c'était par territoire de MRC. Il y a eu la création des fameux C3S, Centres de santé et de services sociaux, qui était en fait la fusion CLSC, CHSLD et hôpital. Donc, c'était la première vague de la réforme. L'objectif, c'était vraiment de rapprocher les services de la population, d'améliorer l'accessibilité, la continuité des services. Puis la mission de ces C3S-là, c'était d'améliorer, de maintenir la santé de la population par territoire. Donc, qui était le ministre de la Santé à cette époque-là? C'était Philippe Couillard. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé le 1er avril 2015? Mais le gouvernement a décidé d'aller encore un peu plus loin en fusionnant tous les établissements d'une même région. Donc, les C3S, dont je parlais tantôt, mais également les établissements à vocation régionale, centre jeunesse, centre de réadaptation en déficience intellectuelle, en dépendance, également aussi ce qu'on appelait André Boudreau. Donc, il y a maintenant une seule administration qui gère l'ensemble de ces ex-établissements-là. Tout ça dans le but de
réduire les frais, j'imagine. Exactement. Un des objectifs qui était soulevé par le ministre Barrette, c'était qu'il y ait moins de bureaucratie. Donc, vous aviez mentionné d'entrée de jeu la réduction du nombre de cadres. Dans les Laurentides, ce que ça représente, c'est qu'il y avait auparavant plus de 500 cadres dans les Laurentides. Aujourd'hui, on est autour de 380. Donc, beaucoup moins de gestionnaires. Également aussi, toujours dans un objectif d'améliorer l'efficacité du réseau, les points de service ont demeuré. Donc, pour les gens, là, concrètement, les usagers qui connaissent leur hôpital, le CLSC, le CHSLD, ça a été essentiellement administratif, mais évidemment, ça bouleverse beaucoup à l'interne nos employés, nos médecins, qui ont perdu un peu les points de repère qu'ils avaient auparavant. Mais est-ce que vous dites que ces endroits-là demeurent fonctionnels? Oui, tout à fait. Dans chacune des régions? C'est qu'auparavant, il y avait une équipe de direction et un conseil d'administration dans chacun de ces ex-établissements-là. Il y a maintenant une administration, un conseil d'administration, puis le 6, quelques chiffres là, pour les Laurentides, on parle de 14 000 employés. Donc, c'est de loin la plus grande organisation sur le territoire des Laurentides. 1000 médecins, donc c'est pas rien. Un budget qui dépasse 1 milliard de dollars. Et on parle de plus de 80 installations là, un peu partout. Les installations que le public connaisse bien, donc leur hôpital, leur CLSC, centre d'hébergement. Donc, c'est vraiment une réforme qui est majeure. Et donc, qui devrait radicalement couper les budgets pour les offrir plus sur le terrain, finalement. C'est l'objectif qui est visé par le ministre, donc moins de bureaucratie, plus de services aux citoyens. Et on sait que dans les Laurentides aussi, c'est une région qui est reconnue comme étant sous-financée. Donc, cette année, dans le nouveau budget qui nous a été octroyé, c'était la première fois que le ministère reconnaissait ça de manière officielle. Et il y a un 10 millions qui a été identifié uniquement pour ce rattrapage-là d'inéquité interrégionale qui est reconnu là, par le ministère de la Santé. Et parce que les Laurentides, c'est un grand territoire aussi. 20 500 km², puis on parle de 600 000 de population. Donc, oui, c'est le deuxième plus grand 6 au Québec en termes de population. Donc, c'est un très grand territoire, beaucoup de monde. Alors, on verra comment vous allez pouvoir gérer le bon fonctionnement pour que tout le monde soit bien content dans les Laurentides. C'est un grand défi. Nous y reviendrons à ce défi-là. Sur le plan professionnel, en fait, sur le terrain du milieu hospitalier, du milieu des cliniques, des médecins de famille, etc., il y a eu une loi qui a été passée qui vous concerne, vous aussi, qui est la loi 20. Est-ce que, Simon-Pierre Landry, vous voulez m'en parler de cette loi 20-là, qui est quand même assez exigeante, je crois, et il y a un peu et ça gronde un peu? Absolument. La loi 20 a été annoncée en novembre 2014. C'est la fameuse loi sur les quotas de patients. Donc, c'est une idée assez simpliste et c'est pour ça qu'on la dénonce comme médecin. C'est que le ministre a décidé de dire, bien, c'est simple, moi, je vais régler l'accessibilité à un médecin de famille en demandant au médecin de famille de voir plus de patients, en faisant des quotas. Sinon, ils vont être coupés financièrement. Sinon, les médecins vont être coupés financièrement s'ils ne remplissent pas ces Absolument. quotas. Et le quota, vous avez des voilà, chiffres? c'est comme un certain politicien en politique américaine présentement qui lance des arguments assez simplistes pour régler des problèmes extrêmement complexes. Faire des quotas, voir plus de patients, on veut tous faire ça. Okay? Les médecins, ce qu'ils souhaitent, la majorité des médecins, en fait la grande majorité des médecins, c'est d'avoir le support nécessaire pour voir plus de patients. Je m'explique. J'ai été formé en Colombie-Britannique, on a beaucoup plus de support infirmière. Les infirmières peuvent en faire plus, ce qui fait qu'un médecin peut suivre beaucoup plus de patients qu'un médecin québécois qui est tout seul dans son bureau avec peu de support du gouvernement. Ça, ce sont des solutions déjà que vous apportez, Simon-Pierre. Mais si on parle, et ce n'est pas négligeable, nous allons y revenir, mais ce dont j'aimerais bien détailler cette loi 20 qui parle justement du quota, mais de quoi également? Ça parle aussi de la gestion des effectifs médicaux. Donc, la réforme Barrette vise essentiellement à centraliser le pouvoir. Donc, on centralise avec la loi 10 le pouvoir administratif au ministère, mais aussi centraliser le pouvoir sur les effectifs médicaux au niveau du ministère. Il y a juste le Québec qui fait ça. Il le faisait déjà depuis quelques années. Maintenant, avec Gaétan Barrette, c'est encore plus le cas et ça politicise aussi des décisions parce que si toutes les décisions sur où le médecin s'en va, dans quelle clinique il va faire quoi, sont prises par le ministre, par l'octroi de permis de pratique, eh bien, on politise,
ce qu'on fait, c'est qu'on dit les décisions vont être prises à Québec par une bureaucratie ministérielle, loin des patients. Et c'est ça qu'on dénonce. C'est ce qu'on est en train de dire, c'est que le système de santé, c'est un écosystème extrêmement complexe. La région n'a pas les mêmes besoins. Si on est à La Chute versus Saint-Eustache versus Mont-Laurier versus Sainte-Agathe, ce n'est pas le même type de médecin de famille qu'on a nécessairement besoin pour remplir les besoins autant à l'hôpital qu'en cabinet. Donc, c'est un peu ça qui est le problème, c'est que si on éloigne le processus décisionnel de où est-ce que les besoins sont et les services sont donnés, eh bien, des fois, ça cause des bris dans l'administration de ces effectifs médicaux-là. Et c'est ce qu'on craint, c'est ce qu'on commence à voir même dans la région. Moi, comme chef de département de médecine d'urgence, je sais très bien combien de médecins que j'ai besoin pour assumer la tâche à l'urgence. Mais là, si j'ai 3 fonctionnaires à convaincre qui sont à Québec pour obtenir le droit d'engager ces médecins-là, qui sont devant ma porte, qui veulent venir travailler à Sainte-Agathe, vous voyez la complexité de la chose. Absolument. Si je peux me permettre de apporter un fait, je crois, qui est très important par rapport à la loi 20, c'est que M. Barrette veut que les médecins généralistes quittent les milieux hospitaliers pour aller en cabinet, dans le but d'atteindre une prise en charge de la population qui serait de 85 de la population serait attribuée à un médecin de famille. Ce faisant, les généralistes, c'est certain qu'on est supposé être capable de gérer tous les problèmes de santé, etc., mais on déshabille en fait l'hôpital pour nous installer dans des cabinets sans outils de travail. Alors, la loi 20, ce qui est aberrant, c'est de nous obliger à avoir 25 patients par jour à 10 minutes par patient en cabinet, à travailler 200 jours par année obligatoirement, offrir, à un moment donné, il était question de nous obliger à travailler 7 à 10 le soir, les fins de semaine. Alors, ce sont des conditions de travail qui sont un peu aberrantes, compte tenu que notre objectif comme médecin, c'est de rendre service à la population au départ. Et je vais vous interrompre ici. Nous allons continuer cette discussion sur le terrain tout de suite après la pause. Pour continuer sur le terrain, en fait, nous avons eu l'avis, évidemment, d'un urgentologue et d'une médecin de famille en cabinet. Par contre, vous, M. Normand-Lajoie, vous êtes président du comité des usagers du CI3S. Alors d'abord, avant de vous demander ce qui se passe là, qu'est-ce que fait le comité des usagers? Alors, le rôle du comité d'usagers, des usagers et des comités des usagers, c'est d'avoir un regard de vigilance sur tout ce qui se passe dans le réseau. Premièrement, le droit des usagers à être entendus, à être écoutés, le devoir de vigilance par rapport aux soins aussi, par rapport à tout ce qui se passe en ce qui a trait à la qualité des soins qui sont offerts dans le réseau par toutes les missions. Et puis le QC, lui, qui est le comité des usagers du Centre intégré des Laurentides, se veut le reflet de tout ce qui se passe un peu partout, dans chacune des missions, dans chaque établissement du réseau des Laurentides. D'accord. Et le comité des usagers comprend plusieurs sous-comités sur différents points très spécifiques, comme vous dites, la qualité des soins. Le respect des droits. Le respect des droits. C'est principalement ces deux angles-là qui... Okay. Donc, vous faites la vigile sur ça. Maintenant, sur le plan des usagers, vous baignez dans ce comité-là. Vous entendez quoi par rapport à cette réforme venant des usagers, donc en fait, les gens qui ont besoin de soins, finalement? Bien, je pense que je ne vous apprendrai rien si je vous dis que je me fais l'écho de ce qu'on entend, de ce qu'on reçoit quand on se réunit tout le monde ensemble. Puis je veux dire, bien,
l'inscription à un médecin, par exemple, l'accessibilité à un médecin, ça demeure encore une grande problématique sur le territoire. Même si l'usager est au cœur de tout ce beau programme-là, reste que si l'usager n'a pas un accès à son médecin, et puis c'est encore plus vrai là où on s'en va avec les GMF, là, ça ne change pas grand-chose à la base. Les GMF étant les groupes de médecine de famille familiale, oui. ce grand mouvement-là qui est en train de se faire, là, dont curieusement, on n'entend pas beaucoup parler, mais qui va certainement avoir beaucoup de répercussions sur l'usager à la base. Monsieur Paquette pourrait peut-être nous en parler. Bien, on parle de l'accès aux médecins. Juste avant de rentrer en ondes, justement, je me suis informé, c'est quoi le topo dans les Laurentides? On parle d'une population de 600 000 personnes. On sait maintenant qu'il y a un guichet d'accès pour les gens qui sont à la recherche d'un médecin de famille. Donc, les gens peuvent s'inscrire sur le site Internet du gouvernement. Dans les Laurentides, on parle de 40 000 personnes qui sont inscrites, qui sont en attente d'un médecin de famille. Donc, c'est quand même beaucoup de gens. Puis j'ai regardé, puis spécifiquement ici, pour le territoire de Pays d'en Haut et de la MRC des Laurentides, on parle de 1600 pour Pays d'en Haut, 2600 pour la MRC des... 1200 par contre, pour la MRC des Laurentides. Donc, c'est qui ont besoin d'un médecin, qui sont à la recherche d'un médecin. Donc, des gens qui sont inscrits et qui sont en attente d'un médecin de famille là, sur le guichet d'accès. Donc, ça vous donne une idée. Les besoins, c'est sûr, sont plus criants dans le sud des Laurentides, mais quand même, ça nous donne un portrait là, de la situation là, aujourd'hui. Alors, rectifions une situation ici concernant le territoire. Évidemment, le territoire des Laurentides est vaste, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il va des basses Laurentides aux hautes Laurentides. On sait très bien que la population des Laurentides est une population vieillissante, donc qui a quand même des besoins particuliers, spécifiques. Par contre, sur la couronne sud, on a parlé d'une vague aussi de population, d'une jeune famille, etc. Donc là, évidemment, c'est un éventail assez large. Mais si on se concentre sur peut-être plus le territoire sur lequel nous sommes présentement, comme vous dites, que c'est vraiment le cœur des Laurentides, parce qu'en plus, les Hautes-Laurentides, c'est encore autre chose concernant la distance. Est-ce qu'on arrive par ce besoin criant? Comment est-ce que vous imaginez, comment est-ce que vous voyez la mise en place efficace de cette recherche d'un médecin? Comment vous allez vous y prendre au CI3S? Le plus grand défi du CIS, puis Dr. Landry l'a mentionné tantôt, c'est vraiment de faire en sorte de s'adapter aux réalités des communautés locales qui sont très différentes dans l'ensemble des Laurentides. Donc, plus au nord, une réalité un peu plus rurale. On s'en va vers les basses Laurentides, qui est une réalité urbaine. Quelle est la différence entre les deux, justement? Bien, on a ici, par exemple, une population qui est vieillissante, même un peu plus qu'ailleurs dans les Laurentides. On a dans les basses Laurentides beaucoup de jeunes familles qui arrivent. Donc, c'est d'adapter l'offre de services en fonction des besoins de notre population. Je vous dirais que c'est un des grands défis que nous avons et de ne pas perdre justement ces particularités locales qu'on a, des choses qui fonctionnaient bien avant la création du CIS. Mais il ne faut pas les arrêter. Comme? Il faut poursuivre. Comme quoi, par exemple? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, Pays d'en Haut et Laurentides, la MRC, étaient reconnus pour la qualité de l'alimentation qui était offerte en centre d'hébergement et à l'hôpital. Donc, il y avait une expertise particulière qui avait été développée, notamment pour les personnes qui sont atteintes de dysphagie. Donc, on est reconnu pour ça. Bien, c'est quelque chose qui peut être exportable ailleurs, sur d'autres territoires des Laurentides. Donc, c'est un exemple, mais ça démontre que ce qui fonctionnait déjà bien avant la réforme, bien, il faut le poursuivre, il faut l'étendre, mais il ne faut pas perdre les couleurs locales, les particularités locales et les besoins des populations locales. Il ne faut pas perdre ça. Est-ce que c'est dans les intentions de la réforme de garder nos acquis? Parce qu'on va parler d'acquis ici versus transformation. Vous avez semblé avoir quelque chose à dire, Simon-Pierre. J'abonde absolument dans le sens de M. Paquette. Puis je vais donner un autre exemple très frappant. Vous avez peut-être suivi dans les journaux, il y avait la question des soins intensifs à Sainte-Agathe. Donc, le problème avec uniformiser, décider à partir de Québec, tous les Laurentides vont fonctionner de la même façon pour la gestion des effectifs médicaux, ça c'est la loi 20.
on a eu la situation dans les soins intensifs où est-ce qu'on a eu une rupture de service, c'est-à-dire que le ministère a refusé que certains médecins de famille qui étaient déjà sur la liste de garde, le Dr Dufresne en a parlé, l'hôpital de Sainte-Agathe, c'est un hôpital qui roule grâce aux médecins de famille. Ce n'est pas les spécialistes sont consultants et c'est ce qui fait que l'hôpital fonctionne si bien et qu'on n'a pas des listes d'attente en spécialité qui sont aussi élevées que dans certains autres hôpitaux où est-ce que les spécialistes sont obligés de faire l'hospitalisation générale en hôpital. Donc, si on revient à la situation des soins intensifs à Sainte-Agathe, il y a eu une rupture de service. Le médecin de famille n'a pas eu l'autorisation ministérielle pour pratiquer, alors que ça faisait déjà 1 an qu'il pratiquait dans notre établissement. C'est vous montrer un peu le délire administratif. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Alors, la spécialiste a eu besoin de couvrir d'urgence les soins intensifs et donc annuler d'autres tâches qu'elle faisait déjà en spécialité. Laissez voir si je comprends bien ici ce que vous êtes en train de me dire. Les médecins de médecine générale, donc, doivent fonctionner en milieu, n'étant pas en mesure de fonctionner dans le milieu hospitalier, question administrative parce qu'on les veut en cabinet. Exactement. Il en ressort que ce sont les médecins spécialistes qu'on attend, qui ont des listes d'attente très grandes, qui sont obligés de jouer le rôle de médecin généraliste. Est-ce que c'est ce que je comprends? Exactement. Et si on est dans un hôpital comme Saint-Jérôme, qui est historiquement un hôpital qui est beaucoup plus spécialisé, oui. Il y a certaines adaptations qui peuvent être faites, mais le problème, c'est qu'en uniformisant, en disant qu'à l'ensemble du CIS, il va falloir que les spécialistes prennent la charge des médecins de famille pour que moi, qui travaille aux soins intensifs, j'aille prendre des patients en cabinet, même si je n'ai jamais fait ça depuis que je suis en pratique. Oui. Vous voyez qu'il y a un problème. C'est pour ça que les petits hôpitaux sont très vulnérables à ces décisions-là qui sont prises de façon très éloignée. Et c'est pour ça aussi que les comités des usagers sont souvent interpellés pour dire, attention, là, à Rivière-Rouge, ça ne peut pas fonctionner. Là, le médecin spécialiste est un consultant. Donc, il faut adapter à chacun des établissements en fonction de ce qui fonctionnait bien. L'hôpital de Sainte-Agathe fonctionnait très bien aux soins intensifs. Là, on essaie de changer les façons de faire avec une idée qui peut être bonne dans certains établissements, mais quand sont appliquées à d'autres établissements, ça cause malheureusement le chaos. Et c'est surtout ça qui est le problème. en région rurale, j'imagine. Voilà le problème entre l'urbain et il faut se donner le droit à l'ajustement. Il faut voir de quelle façon ces orientations-là qui arrivent de Québec, on peut les appliquer intelligemment avec plein de gros bon sens sur notre territoire. Il faut garder un dialogue entre les différents intervenants, mais c'est un défi. C'est vraiment de s'adapter à la réalité locale. C'est merveilleux de voir que vous êtes vraiment plein d'espoir, M. Paquette, par rapport à ça, parce qu'évidemment, vous êtes vraiment à la tête de la direction, finalement, faites partie des têtes dirigeantes, mais il y a quand même une réalité sur le terrain qui est, on a besoin de médecins, il y a des choses qui fonctionnent et il faut aller loin pour avoir une décision qui permette de trancher la question. Entre Québec et Sainte-Agathe, c'est quand même un bout. Alors, le temps que ça se rende... Oui, M. Lajoie. Madame Laval, si vous me permettez, je pense que la réforme actuelle et puis les 18 premiers mois de la réforme jusqu'à maintenant a brassé beaucoup les postes de gestionnaires, de la réorganisation du réseau, là, a monopolisé énormément d'énergie. Avant que les usagers en bénéficient, ça va prendre encore un certain temps. Mais c'est grave, ça. Parce qu'en attendant, les gens continuent d'être malades, continuent d'avoir des besoins. Madame Dufresne? Oui, de notre côté, ce que malheureusement, la loi 20 est un décret, c'est une loi punitive envers les médecins et envers la population, à mon avis. Parce que ça nous empêche de pouvoir donner des services adéquats, parce que ça nous empêche d'être heureux dans notre travail, de fonctionner de façon efficace. Et c'est la population qui écope effectivement de la loi 20 au bout de la ligne, même si c'est nous qui sommes obligés de nous adapter à une volonté ministérielle qui, de toute façon, on veut tous la même chose, améliorer les soins à la population, mais si on nous oblige avec des critères qui sont totalement aberrants d'arriver à un objectif, c'est sûr que ça va susciter la grogne, puis ça n'améliorera pas le service à la population au bout de la ligne. Alors, laissons gronder les choses un tout petit moment avant de revenir en discuter sérieusement.
Alors, si nous revenons, docteur Dufresne, à l'accessibilité des médecins, comment ça se passe sur le terrain en cabinet? Ça semble être vraiment quelque chose qui fait gronder, qui provoque une grogne ici, là, une insatisfaction. Je pense qu'il y a plusieurs sous-sujets. Donc, on peut parler justement de l'inscription au guichet. Comment ça fonctionne? Vous nous l'avez dit, mais un peu plus concrètement. M. Paquette nous en a parlé tout à l'heure. On a le site Internet du gouvernement sur lequel on peut aller et on s'inscrit, on inscrit notre nom. Et puis ensuite, on attend patiemment que un médecin nous appelle pour nous dire, bien voici, vous pouvez venir à mon cabinet. Est-ce que lorsque ce médecin-là nous appelle pour nous dire, voilà, vous pouvez venir dans mon cabinet, est-ce que c'est un médecin de la région qui a son cabinet dans la région et puis qui est prêt à recevoir plus de gens? Alors là, c'est là qu'il y a peut-être une petite faille. Par exemple, comme on est une très grande région maintenant, bien, la personne, le nom qu'on peut recevoir, nous, comme médecins de famille, on a une liste de noms. Les noms qu'on peut recevoir, les noms des personnes qu'on appelle, peuvent être à 60 km de chez nous. Alors, si ces personnes-là sont à 60 km de chez nous, c'est certain que l'accessibilité n'est pas extraordinaire. Non. Si cette personne-là a besoin d'un rendez-vous urgent, c'est probable qu'elle va se présenter à une clinique locale et non pas à ma clinique. Pour faire un petit aparté, nous, les médecins, nous avons une obligation d'accessibilité, disponibilité, et nous sommes pénalisés si notre clientèle consulte trop à l'extérieur. Par le gouvernement. C'est une nouvelle censure. Le concept d'assiduité. C'est ça. C'est une statistique qui dit qu'essentiellement, un patient doit voir son médecin de famille pour la plupart de ses problèmes de santé qui sont non urgents. Là. Un infarctus ne rentrerait pas dans cette catégorie-là, mais devrait le voir à 80 % du temps. Et ne pas consulter ailleurs. Le problème avec ça, de mon point de vue, c'est que ça brime le droit fondamental du patient de choisir où il veut avoir ses services. La loi québécoise est assez claire là-dessus. Un patient devrait avoir le droit de choisir où est-ce qu'il veut recevoir ses soins. Malheureusement, par une mesure administrative, on est venu contourner cette loi-là en imposant aux patients, bien, je suis désolé, mais vous allez aller voir votre médecin de famille parce que sinon, votre médecin de famille ne sera pas content de vous prendre en charge. Et évidemment, ça pénalise surtout les clientèles vulnérables, par exemple un schizophrène. On sait que c'est des clientèles vulnérables qui vont souvent aller dans plusieurs endroits différents. Donc, un médecin pourrait malheureusement être tenté de ne pas prendre en charge ces clientèles-là au risque de se faire pénaliser financièrement. J'ose espérer que la majorité des médecins, ça ne teintera pas leur jugement, mais les incitatifs sont malheureusement à effet pervers potentiel. Donc, ça, c'est guichet d'accès aux médecins de famille. Donc, ça, c'est une problématique. Donc, on peut accepter n'importe quelle clientèle, mais le territoire étant vaste, ça pose problème. D'un autre côté, je pense qu'on a un mea culpa à faire de la part des médecins. Moi, je suis un médecin qui a une très grande disponibilité. Mon emploi du temps n'est jamais complet. Donc, je participe à un guichet ouvert, une espèce de guichet ouvert, finalement, qui est un service offert par une compagnie. On s'inscrit on s'inscrit par Internet ou par téléphone, et puis on peut venir à mon bureau. Et je reçois énormément de clientèle qui viennent Saint-Eustache, Laval, Joliette, La Chute. Et je leur demande souvent, mais avez-vous un médecin de famille? Et les gens vont souvent me dire, oui, mais je ne peux pas le voir avant 2 ou 3 mois. En cause de désespoir, ils viennent vous voir. Ils viennent me voir. Grâce à votre disponibilité. Ça me déstabilise à chaque fois. Je n'arrive pas à comprendre comment nous, les médecins de famille, ne pouvons pas recevoir en temps opportun quelqu'un qui a un besoin urgent. Donc, c'est là que je dis qu'on a un mea culpa à faire. Il y a quelque chose dans la gestion de notre cabinet qui ne fait pas de sens. On ne devrait pas ne pas être capable de recevoir les gens quand ils en ont besoin. Alors, où est-ce que ça s'engorge, d'après vous, Dr. Dufresne? Ça, c'est une discussion, je pense qu'on aurait besoin de faire entre collègues.
comment ça se fait En avez-vous une idée, vous, au CI3S, de ce problème, de cette problématique? C'est une question que je voulais poser, de voir au niveau de la gestion. Évidemment, nous, on ne s'ingère pas dans la gestion interne des cabinets, mais bon, de quelle façon on pourrait être plus optimal, ça, évidemment, c'est plus de leur côté. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on aurait besoin de discuter entre collègues, parce que c'est soluble facilement, ce problème-là, à mon avis. Et de là, on aurait notre fameuse accessibilité, 80 d'assiduité, etc. Puis moi, là, j'ai espoir, par exemple, sur cette question-là, parce qu'on parle beaucoup de l'accès adapté. Hein. Vous avez peut-être entendu parler de ça dans les médias. L'accès adapté, c'est de justement réserver des plages urgentes. Les médecins de famille en cabinet réservent des plages urgentes pour éviter à leurs patients d'aller en sans rendez-vous, par exemple. Donc, les choses sont quand même en train de changer. C'est quelque chose qu'on apprend de plus en plus aux étudiants en médecine, aux résidents en médecine, pour qu'une fois qu'ils arrivent sur le marché du travail, qui savent déjà que ça existe, puis ils veulent fonctionner là-dedans, puis ça fait une très belle médecine. Des fois, on va avoir des patients qu'on va revoir pour leur cholestérol, mais après ça, on va avoir le petit pouls qui a un otite. Donc, ça change, ça fait varier un peu la pratique dans la journée. Les jeunes médecins adorent ça. Mais effectivement, il y avait un problème. Hein? Le problème de l'accessibilité, il n'y a personne qui est en train de dire qu'il n'y en a pas. Moi, comme médecin, je suis en colère autant que mes patients quand ils ont attendu 12 heures à l'urgence. Ça n'a aucun bon sens. Là, 12 heures, mon Dieu, vous êtes raisonnable. Ouais. Donc, il fallait qu'il y ait quelque chose qui change. Il y a quelque chose, on essaie de faire des changements pour justement s'améliorer. Il faut juste faire attention à ce que la réforme ne vienne pas nous amener dans le mauvais sens. Donc, on a des pressions, on veut changer. Est-ce qu'on peut travailler dans le même sens plutôt que se faire imposer quelque chose de complètement administratif, souvent déconnecté, des besoins réels des patients sur le terrain? Êtes-vous en train... Puis, il y a un élément aussi intéressant, c'est toute la collaboration entre les salles d'urgence et les GMF. Justement, les gens qui se présentent à l'urgence pour un centre... Les GMF étant les groupes de médecins de famille. Donc, pour un problème de santé mineur, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous les P4 et les P5. Donc, ça veut dire que vous allez attendre très, très longtemps avant de voir un médecin. Mais si on a un lien de collaboration avec les groupes de médecine de famille du territoire pour qu'ils puissent prendre en charge ces clients-là dans des plages qui ont été bien définies. Donc, c'est des solutions qui peuvent être mises de l'avant pour améliorer la situation. Est-ce que ça fait partie de vos responsabilités? C'est des choses que l'on fait concrètement là, à tous les jours parce qu'évidemment, on veut conserver les vraies urgences puis le plateau technique de l'hôpital pour les cas plus lourds que les cas, évidemment, mineurs qui peuvent être vus facilement dans la clinique. J'aimerais revenir sur un point que vous avez mentionné tout à l'heure concernant justement le choix qu'ont ou non pas les usagers par rapport à leur cabinet de médecin. C'est la même chose pour les hôpitaux, si je comprends bien. On ne peut pas choisir l'hôpital où on peut aller parce qu'on fait partie d'un secteur, mais on sait que ça va être engorgé là, non pas d'aller directement à un autre, peut-être plus libre. C'est la même chose, je crois, n'est-ce pas? Pour ce qui est de l'hospitalisation, effectivement. Donc, si vous êtes... on a le même problème à l'hôpital, hein? Des gens de Saint-Eustache, Saint-Jérôme. Je veux dire, on fait partie d'un écosystème. Si ça déborde à Saint-Jérôme, c'est sûr que ça va déborder à Sainte-Agathe parce qu'on a au-dessus de 15 % de la population que je traite dans mon urgence qui vient justement pas de notre secteur. Et Rivière-Rouge commence à traiter des gens qui viennent de Sainte-Agathe. Donc, vous voyez un petit peu la chaîne de réaction. On n'a pas parlé de la villégiature aussi. Sans compter les touristes. C'est énorme dans la région, l'économie touristique. Donc, les patients qui sont hospitalisés, une fois qu'on décide, là, ils consultent à l'urgence, on décide, bon, écoutez, vous avez besoin d'une hospitalisation, vous allez devoir rester à l'hôpital. À ce moment-là, on va les transférer dans leur hôpital d'attache. Donc, il n'y a pas vraiment de choix. Même si, je vous dirais, la loi leur permet, donc les usagers qui sont au courant de leurs droits peuvent exiger de rester dans un centre hospitalier si tous les services qu'ils ont besoin peuvent être donnés dans ce centre hospitalier-là. Mais administrativement, c'est sûr que vous allez en voir beaucoup d'ambulances avec des patients qui ont été vus à Sainte-Agathe. On a pris la décision de les hospitaliser. Ils viennent de Saint-Jérôme, ils viennent de Saint-Eustache. Ils sont transférés dans ces centres hospitaliers-là après. C'est la même chose aussi pour les soins ambulatoires ou encore les demandes de consultation. Je pense notamment aux problèmes de santé mentale. Il y en a énormément sur le territoire. Il y en a peut-être ailleurs aussi au Québec, je ne sais pas, mais moi, j'en vois énormément en cabinet. Et il y a un seul centre où je peux référer les gens pour prise en charge en santé mentale. Et santé mentale, on parle ici de dépression, on parle de toutes sortes de surmenage, etc. Oui, qui peut être assez vaste, mais qui sont toujours des besoins urgents. Mais je peux seulement référer à Saint-Jérôme.
mais je n'ai pas d'autre porte d'accès. Il y avait ce qui a été initié avec Simon-Pierre et le rhum, si tu veux bien définir le rhum. Nous allons revenir après la pause pour définir ce qu'est le rhum. Parce que Simon-Pierre Landry, vous êtes bien impliqué dans des solutions qui pourraient être mises en place pour aider le système actuel. On parle du ROM ici. De quoi s'agit-il? C'est le regroupement des omnipraticiens pour une médecine engagée, au-dessus de 700 médecins qui se sont mobilisés face à la réforme Barrette en disant ça ne sert à rien de tirer l'élastique. L'élastique est déjà étiré au maximum, puis la réforme Barrette a fait juste tirer sur l'élastique encore plus, sans revoir la façon qu'on donne des soins aux patients. Et c'est pour ça que les gens se sont mobilisés et ont dit, ben non, nous, on va faire de l'innovation. On va transformer nos façons de faire, notamment en laissant plus de place aux autres professionnels de la santé, parce qu'on n'est plus capable de tout faire, les médecins, là. À un moment donné, il va falloir que les infirmières prennent plus de responsabilités. Elles veulent prendre plus de responsabilités. Nous voulons leur donner plus de responsabilités. Et c'est dans cette optique-là, qui est complètement en opposition à la réforme actuelle, là, le ministre Barrette n'a aucun intérêt à financer les soins donnés par les infirmières, rassurez-vous. En fait, moi, ça ne me rassure pas, mais c'est sa vision des choses. Donc, le principe derrière ce regroupement-là, c'était de dire il faut changer nos façons de faire. Et justement, Dr Dufresne voulait parler un peu des infirmières pivots, qui était une des solutions de notre regroupement, pour mieux coordonner les soins. Les soins sont d'excellente qualité, mais c'est l'accès. Il faut avoir le bon patient au bon endroit, au bon moment. Il ne faut pas que les patients qui n'ont pas besoin d'être à l'urgence soient à l'urgence, puis vice-versa. Il ne faut pas que les patients qui ont besoin d'être à l'urgence soient en cabinet. D'où probablement l'importance des fameuses infirmières dont vous parlez, dont le rôle serait primordial et dont le médecin n'a pas besoin de s'occuper. Est-ce que c'est ce dont il s'agit, Madame, le Dr Dufresne? Bien, tout à fait. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs paliers d'intervention, je dirais, où est-ce qu'on essaie d'arrimer les soins aux patients. Alors, il y avait la proposition du ROM que j'avais trouvée très, très intéressante, qui était de nommer quelqu'un qui va chapeauter les demandes de soins qui émanent des cabinets, de manière à ce qu'il y ait quelqu'un qui ait une formation, une IPS, infirmière praticienne spécialisée, qui soit capable de recevoir nos demandes et ensuite de les distribuer dans les départements pertinents. Donc, c'est un tri, finalement, de nos demandes. Comme ils font dans les hôpitaux déjà, non? Malheureusement, ce qui arrive, c'est que nos demandes arrivent et vont tomber en bas de la tablette, là, finalement. Et si on ne prend pas le téléphone nous-mêmes, qu'on n'appelle pas, puis qu'on ne fait pas une intervention, puis qu'on invente un petit peu des propos pour exagérer un peu notre demande, pour être certain que notre patient va être pris en charge, parce que pour nous, le patient est important, et peut-être pas nécessairement parce qu'on n'a pas accès à la liste de toutes les demandes. À ce moment-là, c'est ça, nous, on est obligé de faire des appels, mais là, en fait, il y aurait une personne responsable qui pourrait recevoir l'ensemble des demandes, mais juger de la priorisation. Mais est-ce qu'on peut avoir, en fait, ensuite... Nous, en cabinet, on est isolés, on est seuls, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, mais notre patient est important. Quand la demande qu'on fait pour avoir accès à un service, une échographie cardiaque ou un scan, ou etc., parce que c'est une priorité pour notre patient, notre demande, elle est rendue où sur la liste? Est-ce que c'est possible d'avoir à ce moment-là un vase communicant qui ferait en sorte que quand on envoie notre demande, qu'on puisse parler à quelqu'un, expliquer l'urgence de la situation, puis qu'on nous dise, docteur, nous avons une liste de 400 patients avant vous. Croyez-vous qu'on devrait le mettre en 10e position? Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut échanger? Ça deviendrait drôlement intéressant, hein? Absolument. Par contre, il semble y avoir une petite opposition du côté comme non, pas une opposition, un manque de compréhension du côté des usagers, M. Lajoie. La perception pour un usager, parce que là, on parle beaucoup du monde de la santé, des infirmières pivots, mais ça doit exister aussi dans le monde des services sociaux, hein? La travailleur sociale qui a aussi à devenir ce pivot-là pour un usager. Et les gens ne comprennent pas ça. Je pense que les gens, à la base, là,
infirmière pivot ou travailleur social pivot, là, c'est du chinois pour eux autres, ça. Il faut faire beaucoup, parce que le vocabulaire du réseau, là, écoutez, ça fait 10 ans que je suis impliqué, et puis j'en apprends encore. Les acronymes, là, c'est... c'est quelque chose de... Comme le ROM, le GMF, oui, il y en a etc. partout. Puis mon questionnement, c'est... Avec raison. Je sais que les médecins sont déjà extrêmement occupés. Bon, vous avez plein de tâches à vous occuper, mais comment est-ce qu'on a pu penser qu'à travers les GMF, ça va être mieux? Alors qu'on va commander au groupe de médecine familiale d'avoir avec eux des infirmières, les travailleurs sociaux, et on va déshabiller les CLSC pour les amener dans les GMF sous la responsabilité des médecins. Comment est-ce que ça va... Comment ça va être vécu? Puis quelles conséquences ça va avoir sur les usagers qui étaient déjà en CLSC, mais que là, vont se retrouver dans une GMF, là... C'est pas tout le monde qui va se trouver dans un GMF. Et le GMF, en tant que tel, c'est une bonne idée pour une certaine partie de la population. Et le problème, c'est que vu que la population, c'est pas tout le monde qui est pareil. Hein? Il y a des gens qui ont des besoins particuliers. Oui. Et c'est pour ça qu'un bon équilibre entre les CLSC, les GMF et les autres portes d'entrée, les cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées, par exemple, permettrait justement d'améliorer l'accès. Mais le problème, c'est qu'effectivement, si on déshabille Paul pour habiller Jean, on ne règle pas le problème. Puis là, on déshabille les hôpitaux pour les remplir les GMF, puis on déshabille les CLSC pour remplir les GMF. Quelle est la différence, excusez-moi, entre les services du CLSC et les services de groupe de médecine familiale, par exemple? En quoi est-ce que actuellement, les groupes de médecine de famille, c'était essentiellement des médecins qui étaient en groupe pour offrir des heures étendues de consultation. Médicale. Le CLSC, justement, avait tout ce qui était paramédical. Ah, voilà. Alors, tout ce qui était... Voilà, tous les services paramédicaux étaient en CLSC. Là, le gouvernement, effectivement, veut qu'on détruise une structure qui fonctionnait, à mon avis, qui était le CLSC, qui a toujours fonctionné, mais ça a toujours été le parent pauvre un petit peu du système de santé. Pour quelles raisons, je l'ignore. Pour le mettre sur le dos du groupe de médecine familiale Pour le transférer au groupe de médecins de famille, mais physiquement, les immeubles dans lesquels travaillent les groupes de médecins de famille actuellement ne sont pas capables d'accueillir le paramédical. Donc, c'est une aberration. Et que devient le CLSC à ce moment-là? Bien, voilà. Si voilà, exactement. Que va devenir alors que on devrait demander à M. Paquet. Moi, j'aimais bien, quand tu parlais tout à l'heure d'équilibre, je pense que c'est ça. Il faut atteindre cet équilibre-là. Si on regarde dans les Laurentides, le transfert des professionnels, on parle de 21 travailleurs sociaux qui vont être transférés en GMF et évidemment d'autres professionnels. Le souhait, c'est d'accroître l'accessibilité à ces différents services-là qu'on en retrouve en GMF, également CLSC, mais c'est l'équilibre, justement. Il ne faut pas détruire des choses qui fonctionnaient bien, mais est-ce qu'on peut améliorer l'accessibilité à ces services-là ailleurs? Est-ce que c'est sur la table de discussion, ce problème-là? C'est sûr, c'est très d'actualité. Ça se passe partout à travers le Québec. Au CIS des Laurentides, c'est même le président directeur général adjoint, M. Corbeil, qui a rencontré à 2 reprises chacun des GMF et qui est en train de regarder de quelle façon ça va se traduire. C'est un beau défi là aussi, mais c'est très d'actualité. Ça se passe partout à travers Parce que les deux sont tout à fait complémentaires, en fait, alors que là, on va aller charger les épaules des groupes de médecins de famille. Puis il y a tout ce transfert-là, le transfert de professionnels qui vont quitter les CLSC pour s'en aller dans les GMF. Alors, ça laisse qui dans les CLSC? La continuité des services qui étaient offerts par un professionnel, parce que ces professionnels-là sont occupés à temps plein, hein, et même plus, un peu, c'est sûr et certain. Alors, qui va rester dans les CLSC, là, dans le milieu de vie des gens? Parce que les GMF... dans le fond, moi, quand j'ai une demande à adresser à un travailleur social ou à une infirmière, que j'envoie mon fax au CLSC ou que j'envoie mon fax au GMF, ça fait aucune différence, là, présentement. Là, ça fonctionne très, très bien là, avec le CLSC. Tu sais, je veux dire, on communique. Là, il
il n'y aura pas d'impact au niveau de la qualité des soins, là. Il y aura juste des dépenses financières supplémentaires inutiles, à mon avis. D'ailleurs, en parlant de certains changements, à l'intérieur même d'un cabinet, ça, je trouve que c'est très important ce qui se passe avec les CLSC versus les groupes de médecine familiale, mais à l'intérieur du rôle du médecin, il y a des choses qui ont été maintenant coupées quant à la qualité de soins qui était c'était acquis, qui était offert, c'est-à-dire de faire de la prévention. Et par exemple, les bilans de santé ont été coupés. Et pour quelles raisons? On arrête de faire de la prévention? On préfère attendre qu'on soit malade pour faire de la guérison? Quelle est la mentalité derrière ça? Bien, à la base, ce qu'on a dit, c'est que ce qu'on appelait les fameux examens annuels, que les gens aiment bien, là, parce que, docteur, je vais avoir mon bilan de santé, je veux savoir si je suis en santé. Bon, moi, je fais pas partie de la majorité, je sais pas. Je suis de celles qui croyaient en ça parce qu'effectivement, quand le patient vient, on est capable de faire une revue des systèmes qui est complète, un examen médical approprié et à ce moment-là, de faire ce que je pense être de la prévention, par exemple, diagnostiquer un diabète de novo ou un cholestérol ou une hypertension. Les études, semble-t-il, ont montré que cette démarche-là n'est pas rentable. En fait, n'a pas d'impact positif sur... apparemment, ce n'est pas quelque chose de Subissez-vous les conséquences, vous, dans le milieu hospitalier, Dr Landry? Sur ça, on va peut-être diverger un petit peu, Dr Dufresne et moi. Dr Dufresne et moi, on veut de la prévention. Dans tous les cas, puis je fais partie même d'un organisme de prévention pan-canadien, justement, pour diminuer le nombre de consultations à l'urgence. C'est dans la méthode qu'on va faire la prévention qui va changer. Donc, l'examen annuel, effectivement, est aboli pour permettre justement que je puisse voir le petit pouls avec son otite quand il y en a besoin. Donc, si on fait ça, il faut faire la prévention différemment. Et c'est pour ça que maintenant, les médecins en cabinet ont besoin d'intégrer leur prévention lorsque leurs patients consultent pour d'autres choses. J'ai une bronchite, je consulte mon médecin. Mon médecin fait l'auscultation, se rend compte que je fume. Il fait le counseling anti-tabac, va peut-être prendre ma pression aussi, faire le counseling pour l'hypertension. C'est un énorme changement de culture, là, on s'entend. Là. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et ça se fera pas... Non, justement, il va falloir qu'on cible la prévention qu'on fait à chacune des fois que le patient vient. Donc, c'est au lieu d'être... la pratique du médecin que ça vient bouleverser un peu les choses dans ce qu'il était habitué de faire auparavant. Absolument. Puis comme je vous dis, il y a un débat interne à l'intérieur même de la profession médicale. Je suis assez favorable aux changements de pratique pour justement libérer des plages horaires pour plus de patients et prévenir le surdiagnostic qu'on appelle. Là. Donc, demander des tests quand le patient est en bonne santé qui mènent à d'autres tests sans vraiment améliorer la santé. Mais bon, ça va être à suivre l'implantation justement de cette transformation culturelle-là. Un autre point que je voulais soulever également, c'est, vous me corrigerez si je me trompe, mais l'informatisation du dossier du patient afin que, en fait, n'importe quel médecin puisse le consulter. Est-ce que c'est pour justement permettre de ne pas nécessairement aller voir son médecin de famille quand il est mal pris, quand il est occupé, mais d'aller voir n'importe quel autre médecin, puis en allant chercher son dossier, on l'a? Je pense que, personnellement... C'est du travail supplémentaire, en plus, pour non, mais à mon avis, en fait, c'est une nette amélioration sur la prise en charge du patient. Par contre, le bémol qu'on peut mettre là-dessus, c'est qu'actuellement, les systèmes sont en silo. Ce qui fait que les patients de ma clinique, moi, j'ai tout le contenu médical de mes patients à ma clinique, mais Simon-Pierre ne peut pas avoir accès au dossier médical de mon patient s'il se présente à l'urgence. Ça, c'est une erreur magistrale, à mon avis, d'avoir conçu une informatisation qui ne permette pas de faire d'échange de dossiers médicaux. Ah, mais je pensais que c'était ça la raison, justement. Il va falloir revoir aussi la loi sur la confidentialité, parce que c'est ça l'éléphant dans la pièce. Le système de santé fait en sorte que le patient son dossier est confidentiel dans chacun des établissements. Donc, c'est pour ça qu'il faut que le patient signe 8 requêtes pour avoir accès à son propre dossier hospitalier et que son médecin en cabinet ait accès à son dossier hospitalier. Donc, peut-être que la population, en fait, est rendue là à demander au gouvernement, écoutez, on va
On va diminuer peut-être la confidentialité. Il va peut-être avoir plus de risques là, théoriques, là, que quelqu'un puisse avoir accès à mon dossier alors qu'il ne devrait pas y avoir accès. Mais en contrepartie, la coordination des soins va être pas mal meilleure parce que c'est vrai que ça n'a pas de bon sens qu'on ne soit pas capable de se parler entre cabinet et hôpital. On passe du temps fou à faxer des documents pour obtenir le droit d'avoir des photocopies, des copies de papier de patients qui ont été dans d'autres hôpitaux ou dans d'autres cabinets. Et l'usager de devoir répéter constamment la même chose. Exactement. Donc, on va faire les mêmes tests, etc. Alors que l'accès, on devrait avoir accès à toute l'information médicale. Si on veut augmenter l'efficacité, diminuer le temps de gestion d'un dossier, c'est simple. Et éviter la duplication surtout. Tout à fait. Tout à fait. Étant donné que de toute façon, le dossier est déjà informatisé, c'est une question de quoi? Débloquer, débarrer? Bien, si on abolissait toutes les barrières légales, parce que c'est ça dont on parle, les barrières légales qui empêchent que ça transite comme ça sans signature, bien là, à ce moment-là, ça serait probablement assez facile pour les informaticiens qui sont capables d'envoyer des fusées sur Mars, d'arriver à juste dire, bien, on va les rendre compatibles entre eux. Mais ce qui rend complexe le système de santé, c'est la légalité, le côté avocat derrière chacune des décisions qui sont prises. Vous allez voir, hein, M. Paquette? Bien, c'est un autre grand défi. Il y a plusieurs chantiers, même à l'intérieur des Laurentides aussi. Nous étions tous des établissements distincts, puis il y avait ces barrières-là. Absolument. Mais bon, c'est un autre grand chantier. Alors, en parlant des grands défis, nous y reviendrons après la pause pour la fin de l'émission. Nous allons terminer cette très excitante émission avec un mot de la fin de la part de chacun de mes invités. Monsieur Lajoie, qu'est-ce que vous aimeriez dire dans votre domaine à vous? Alors, si j'avais quelque chose à exprimer à ces médecins qui sont face à moi, c'est peut-être de les inviter à s'ouvrir pour que l'accessibilité aux soins ou à un médecin devienne une grande priorité. Puis à la lumière de ce que j'ai entendu, c'est beaucoup l'organisation à l'intérieur de chacune de vos pratiques. Je voudrais vous exprimer les priorités aussi que le comité des usagers a mis de l'avant. Les GMF, on va surveiller ça, nous autres, de très, très près. Ça nous touche, ça touche directement la population et dans toutes les sphères du réseau. On a un regard sur la nourriture aussi. Pas nécessairement celle qui se fait en établissement. Celle-là, je pense que je dois lever mon chapeau au CIS parce qu'il y a beaucoup de chemin qui s'est fait, mais surtout celle qui se fait à l'extérieur des établissements, dans les ressources de type familial, dans les ressources intermédiaires. Ça, c'est la partie qui nous... L'hygiène et la salubrité. Puis évidemment, l'accès et la continuité des services dans le réseau, ça, c'est une priorité. Puis j'inviterais la population aussi à faire référence à leur comité d'usagers. Partout, il y en a. Afin qu'ils puissent s'exprimer. Absolument. Monsieur Paquette... Oui. D'être à l'écoute des usagers, important. Il y a un objectif, un grand objectif. Votre grand défi, vous? C'est un exemple concret que la réforme ferait une différence pour les gens, c'est d'avoir une centrale de rendez-vous unique pour les Laurentides. Donc, vous avez besoin d'accéder à un service médicaux, mais d'utiliser nos différents plateaux techniques qu'on a dans la région. Vous appelez un endroit, puis qu'on peut vous offrir à Sainte-Agathe, à Saint-Jérôme, à Saint-Eustache, à Argenteuil, qui a un temps d'attente qui peut varier en fonction des volumes d'activité. Je pense que ça serait un exemple concret qui serait positif pour les usagers. Puis comme Patrick Bruel le chante, de se donner rendez-vous dans 10 ans, mais ça serait le fun dans quelques années de se retrouver le même panel pour avoir un regard critique sur ce qui s'est passé. Parce qu'on est au tout début de la réforme. J'en prends note. Ça risque d'être passionnant ces 10 prochaines années. Docteur Dufresne. Dans le même sens, dans le fond, nous aussi, notre profond désir, c'est d'offrir une accessibilité aux patients. Certainement pas de façon coercitive et punitive telle que la loi 20 nous le propose actuellement. On est ouvert aux discussions autant avec le gouvernement qu'avec la population. Très bien. Docteur Landry, Simon-Pierre Landry.
Bien, je crois que la réforme Barrette, globalement, va être un échec, malheureusement, mais de ça, je vois une opportunité. Je vois une possibilité pour le réseau de se mobiliser à nouveau quand on va avoir fait le constat que cette réforme-là est un échec, pour vraiment amener les solutions qui vont faire une transformation. Pas juste étirer l'élastique jusqu'à temps qu'il casse encore, mais bien changer nos façons de faire. Ça veut dire déléguer des tâches à d'autres professionnels pour améliorer l'accès, mais aussi décentraliser les pouvoirs pour que les usagers dans leur communauté puissent avoir un mot à dire, pour que les médecins dans leurs cliniques et dans leurs hôpitaux puissent gérer leurs hôpitaux et leurs cliniques sans avoir toujours un fonctionnaire assez éloigné qu'on n'a jamais vraiment vu à Québec, mais qu'on parle malheureusement souvent au téléphone. Est-ce que c'est l'état d'esprit de la nouvelle génération des médecins qui... Je pense qu'il s'opère présentement une révolution culturelle. La statistique qui est très importante à savoir, c'est qu'on est rendu à plus de 50 % de femmes en médecine. C'est une bonne chose. Ça a révolutionné notre relation avec nos patients. C'est en train de révolutionner aussi le rôle du médecin pour permettre justement à d'autres professionnels de faire plus de tâches. Donc, j'ai beaucoup d'espoir avec cette révolution culturelle-là qui s'opère. Nous terminerons donc cette émission sur ces mots, un mot d'espoir, en espérant que cette émission vous a éclairé sur le sujet, vous a grandement éclairé sur le sujet. N'oubliez pas que si vous désirez partager votre opinion, faire des commentaires ou apporter des suggestions, vous pouvez nous écrire à l'adresse affichée à l'écran. Merci à mes invités pour votre précieuse collaboration et merci, cher public, d'avoir été présent et à la prochaine.